Salutationalisation. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de petite vidéo histoire du cinéma, mais faut me comprendre, j'ai été assez occupé. J'ai été possédé par un démon, je suis parti enquêter sur des disparitions étranges, ensuite j'ai fait un pacte avec une sorcière pour en finir avec cette entité maléfique, je suis mort en buvant du TNT, et j'ai fait partie d'une société interuniverselle de créateurs de contenu pendant environ 10 secondes. Autant vous dire que les derniers mois ont été riches en événements sur cette chaîne, et ça a eu l'air de vous plaire puisqu'on arrive bientôt à 5000 abonnés. On peut pas s'arrêter en si bon chemin, donc si vous, derrière votre écran, vous aimez l'histoire du cinéma, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche, ainsi qu'à nous dire de quel autre sujet on devrait traiter. Personnellement, non seulement je pense que c'est possible, mais ça me ferait très plaisir qu'on puisse passer le cap des 7 ou 8 000 avant la fin de l'année. Sur ce, maintenant que c'est fait, voici l'histoire du Disney le plus sous-coté. La planète au trésor, c'est un film de Ron Musker et John Clements, sorti en 2002, qui adapte le roman de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, lui sorti en 1883. Disney, ils n'ont jamais été étrangers au fait d'adapter des romans de la littérature classique. Vous le savez comme moi, Cendrillon, Blanche-Neige et autres Reines des Neiges, ce sont des contes de fées qui existaient bien avant les longs métrages Disney. Contes de fées qui, bien évidemment, ont été réadaptés pour un public plus jeune et contemporain. Et là, normalement, c'est le moment où le prince, il tombe de la tour, la tête la première, il atterrit dans des ronces et ça lui crève les yeux. T'en penses quoi? J'en pense que c'est une histoire glauque et violente à propos d'une séquestration. Faisons-en un film pour les enfants, en bas âge. Immédiatement. Forcément, l'île au trésor, c'est quelque chose qu'il va falloir remettre au goût du jour. Et pour ça, Clements et Musker, ils sont arrivés chez Disney avec une idée assez simple. Prendre l'île au trésor et le foutre dans l'espace. Le projet passionnel de Musker et Clements. Vous ne connaissez peut-être pas ces noms, mais Musker et Clements, c'est une paire de réalisateurs qui ont su redorer le blason de Disney. À force de regarder ces vidéos histoire du cinéma, vous devez avoir compris le message. Disney, ils divisent leurs classiques d'animation en plusieurs périodes, des âges qu'on appelle. Ça va du tout début avec l'âge d'or de Disney jusqu'à aujourd'hui la période du revival. Certains fans allant jusqu'à parler de nouvel âge d'or. Moi, je vais te dire si le nouvel âge d'or c'est Strange World. J'ai pas envie de voir ça va être quoi le nouvel âge des ténèbres. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'âge de bronze, l'ère de l'expérimentation visuelle où Disney évitait les contes de fées trop connus et tentait de proposer quelque chose de nouveau. Cependant, les fans le savent, à l'intérieur de l'âge de bronze, il y a une autre période, ce qu'on appelle l'âge des ténèbres de Disney. Le coupable le voici, Taram et le chaudron magique, un des pires flops de l'histoire de la compagnie. Ce flop, j'en ai déjà parlé ici et là, mais c'est le film qui a forcé Disney à presque arrêter l'animation traditionnelle. Les animateurs, à cause de Taram, ils ont dû être relocalisés dans des bureaux moins chers, si c'est pas pour dire à quel point le flop était énorme. Et en fait, même ça, c'est pas vrai, c'était pas des bureaux moins chers, on les a bougés dans un entrepôt. Cependant, c'est en 89 que va sortir La Petite Sirène, qui va littéralement sortir Disney des profondeurs des abysses, en commençant ce qu'on appelle la Renaissance. Mais surtout, c'est là que John Clements et Ron Musker vont entrer en scène, deux personnages importants pour l'histoire que je m'en vais vous conter. Musker et Clements, ils ont travaillé comme animateurs pendant l'âge de bronze sur Rox et Rookie, et aussi ils participeront au script de Taram et le chaudron magique. Ils vont donc aller voir Jeffrey Katzenberg, à l'époque patron de la section animation des studios Disney, et lui arriver avec une simple requête. On veut adapter L'île au trésor de Robert Louis Stevenson et en faire une histoire de voyage intersidéral. Katzenberg va refuser d'emblée. Si sur Internet, j'ai vu certaines personnes penser que Katzenberg, c'est quelqu'un qui détestait le fun et les bonnes idées cinématographiques, la vérité, c'est qu'il avait quand même de bonnes raisons de refuser. C'est un projet d'animation ambitieux qui est proposé au directeur à ce moment. Un projet ambitieux qui vient juste après le flop de Taram et le chaudron magique de deux de ses scénaristes. On a donc deux scénaristes qui ont travaillé sur l'œuvre qui encore aujourd'hui est connue comme le film qui a failli tuer Disney, qui viennent de pitcher un nouveau projet d'animation ambitieux, pendant que le département d'animation est en train d'être relocalisé à cause du film sur lequel les deux personnes qui ont fait la demande ont travaillé. Autant vous dire que Katzenberg, il avait pas super confiance en le projet. Et pas super confiance, encore là, c'est un euphémisme. Je vous rappelle qu'on est au milieu des années 80. La planète au trésor ne sortira qu'en 2002. À la place, Katzenberg, il va envoyer le duo réaliser Basil, détective privé, qui va leur fournir un bon score au box-office. Et ce n'est pas là un travail d'innocent.
Assez bon en fait pour que Musker et Clement gagnent assez confiance pour réapprocher Katzenberg en 87. Ils vont revenir avec leur idée de l'île au trésor dans l'espace. Disney dans les années 50, ils ont déjà fait un live action. Ce que John et Ron proposent, c'est leur adaptation de l'histoire. Seulement, ils sont arrivés chez Disney avec le pitch pour 2 films, ce qui va devenir La planète au trésor et La petite sirène. C'est à La petite sirène qu'on va donner le feu vert et c'est un succès incroyable. 235 millions de recettes au total pour 84 millions à sa sortie juste aux États-Unis, en faisant le 6e plus gros succès cinématographique de l'année 89. Et c'est avec les années 80 qui touchent à leur fin et La petite sirène qui tire littéralement et figurativement Disney des profondeurs que la compagnie est prête elle aussi à passer à autre chose. La Renaissance. La Renaissance, c'est une époque qui porte extrêmement bien son nom chez Disney. C'est l'époque qui s'étend de 1989 à 1999 et c'est l'époque où est-ce qu'ils mélangent toutes les forces de tout ce qu'ils ont appris depuis leur premier produit d'animation en 1937. On ramène les structures scénaristiques plus simples, supportées par des chansons adaptées de contes de fées traditionnels, et on combine ça avec les techniques d'écriture et d'animation acquises pendant l'âge de bronze. Musker et Clement, c'est Michael Eisner, le PDG de Disney dans les années 90, qu'ils vont aller voir directement avec leur idée. Ils viennent de faire La petite sirène, le film qui a littéralement tiré Disney de la merde. À ce point, c'est clair qu'on va leur donner le feu vert. Donc oui, tu vois, les pirates de l'espace, c'est très bien, mais moi, ce que je veux que tu fasses, c'est un film sur un héros arabe qui se passe dans la mythologie perse. Ouais, mais c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est qu'on est en 90. Pirates des Caraïbes, c'est encore 13 ans dans le futur, et le prochain film d'animation qui met en scène des pirates, ça va juste être la raison pourquoi DreamWorks va arrêter l'animation 2D. Et c'est quoi DreamWorks? Oh, j'en ai absolument aucune idée, je fais juste lire le script, mais je suis sûr que c'est rien, t'en fais pas, c'est absolument pas une compagnie que Jeffrey Katzenberg va aller fonder par colère de s'être fait refuser une promotion chez Disney. Bref, va faire Aladdin. Bref, Aladdin sort en 92 et encore une fois, c'est un succès pour Musker et Clement, où ça devient le film le plus rentable de 1992, avec un demi-milliard de revenus mondial au total. Donc, récapitulons. Les 2 réalisateurs, ils ont un projet passionnel qui deviendra La planète au trésor. En 7 ans, ils se sont fait dire non pas 1, pas 2, mais 3 fois. Et surtout, ils ont réalisé 2 films qui a aidé à tirer Disney d'un gouffre financier et qui sont encore aujourd'hui un symbole de ce que cette compagnie de production sait faire de mieux. L'ironie étant que Michael Eisner, il ne va pas refuser le projet parce qu'il ne croit pas en les 2 réalisateurs ou parce qu'il ne croit pas au concept, c'est parce qu'il sait que Paramount Pictures, à ce moment, il travaille sur un film Star Trek qui s'inspire de La planète au trésor. Projet qui, malheureusement, n'arrivera jamais à terme. Est-ce que ça veut dire que le projet passionnel fut refusé une 3e fois pour rien? Oui, je pense qu'on peut dire que le projet passionnel, il a été refusé une 3e fois pour rien. Oh, c'est pas vrai. Au plaisir, les amis. En avant tous. Mais vous l'aurez compris, ils sont passés par-dessus la tête de Katzenberg. Ils vont littéralement voir les hauts placés de chez Disney à ce point-là. Pourquoi? Parce que c'est un projet auquel les 2 réalisateurs croient plus que tout. Se battre pour son œuvre. Katzenberg, il était un haut placé chez Disney, il était un actionnaire important et surtout, il est l'homme qu'on a engagé pour essayer de sortir Disney de la dawa qu'a été l'âge de bronze. Ça veut faire que Katzenberg, il avait un certain pouvoir à l'époque chez Disney, un pouvoir grandissant, et ça plaisait pas à beaucoup de monde. Une personne en particulier étant Roy E. Disney, le neveu de Walt Disney en personne. Il était déjà en train de reprendre les rênes de la compagnie à l'époque, ayant forcé Ron Miller hors de sa position comme PDG, et il allait bientôt faire la même chose à Michael Eisner. Et d'après vous, après avoir été refusé par Eisner et Katzenberg, qui est-ce que Musker et Clements vont aller voir directement? Oui, ils vont voir directement Disney. Roy, il y a 2 facteurs qui faisaient qu'il était la bonne personne à aller voir pour ce projet. D'un, il avait un œil pour l'initiative lui aussi. Son projet passionnel comme La planète au trésor pour Clements et Musker, c'était Fantasia de l'an 2000. Projet ambitieux, mais qui lui aussi va faire un mauvais score au box-office. Mais surtout, comme mentionné, il n'était pas un gros fan de Katzenberg. Il va donc appuyer les 2 réalisateurs dans leur démarche créative pour faire un genre de pression sur Jeffrey. Et de toute façon, Katzenberg, vous le savez, en 94, il se pousse pour faire les studios DreamWorks. Mais entre-temps, Jeffrey, il va refuser La planète au trésor une 4e fois. Sauf que là, il va leur proposer une entente. Musker et Clements, ils ont travaillé. Pour le studio, ils ont écouté ce que les patrons leur disaient et ils ont produit 5 films pour la compagnie Disney. Si ils le font une 6e fois,
l'île au trésor dans l'espace est à eux. L'approbation de la planète au trésor. Musker et Clements, plus tard cette année, vont commencer à travailler sur Hercule et, pendant ce temps, c'est leurs bons amis Ted Elliott et Terry Rossio, qui étaient leurs co-scénaristes sur Aladdin, qui vont commencer à travailler un traitement de script et même un premier jet pour la planète au trésor. Ironiquement, les mêmes Ted Elliott et Terry Rossio qui, 5 ans plus tard, vont travailler sur Pirates des Caraïbes. Je sais pas, on aime les pirates chez Disney. J'ai l'intention de réquisitionner un de ces bâtiments, de trouver des matelots à Tortuga et de piller, voler et saccager comme un forban sans âme et sans cœur. J'ai dit pas d'entourloupe. Il dit la vérité, j'en suis sûr. J'adore le déroulement de cet événement. Tu le sens que Musker et Clements, ils ont une obsession, c'est de sortir la planète au trésor de leur système. Ils arrivent donc avec la première version d'un script, un vrai pitch, des concept art, du travail bien fait. Ça fait 12 ans qu'ils se font dire non en boucle pour leur projet. Là, non, ce n'est plus une réponse. En plus, tu rajoutes le fait que Musker et Clements, ils sont très appréciés chez Disney. Et en 95, leur contrat est fini. C'est là que les studios Warner Bros. Et les nouvellement fondés justement par Katzenberg DreamWorks, ils vont essayer d'aguerrir leurs services. Il a quand même du front, Katzenberg, quand il pense. Il crée une société concurrente et il essaye de ramasser les 2 réalisateurs à qui il dit non pour un projet passionnel depuis une décennie. Mais le duo de réalisateurs, ils vont rester chez Disney. Faut dire, il y avait peut-être une petite rancœur envers Katzenberg à l'époque. Et tant mieux parce que Disney respectera l'entente. Et c'est en 97 qu'on va finalement donner le feu vert pour le projet passionnel de Ron Musker et John Clements. C'est là qu'ils vont commencer à travailler sur leur film, à l'époque appelé L'île au trésor dans l'espace. Ah, c'est pas une blague, c'est le vrai titre original du film, L'île au trésor dans l'espace. Moi non plus, j'aurais pas eu confiance. La production. Le film va rester environ 4 ans et demi en production, l'idée étant de mélanger plusieurs médiums d'animation. Et ça tombe bien parce que justement Disney il venait de développer pour le film Tarzan le Deep Canvas, une technique d'animation qui permet littéralement d'émuler des mouvements de caméra dans un décor en 3D. Et ça tombe bien qu'il y ait eu du délai parce que l'idée des réalisateurs, c'était d'avoir ce genre de film d'animation mais avec des mouvements de caméra complexes, des plans plus travaillés, etc. Et au final, je pense que ça a payé parce que pensez ce que vous voulez de la planète au trésor, mais vous devez admettre que visuellement, c'est un chef-d'œuvre. Des années pour déverrouiller cette... Hey! Mais c'est une carte! C'est donc une des rares fois dans l'histoire du cinéma où le fait qu'un film soit retardé, on peut dire que ça a été une bonne chose, parce qu'on est au début des années 2000, fin 90. L'animation, à cette époque, elle commence à faire des bonds de géants. Dans le sens où on commence à s'intéresser à des nouvelles techniques d'animation, des nouvelles techniques d'animation par ordinateur, le CGI aussi qui fait son apparition, et comme mentionné, le Deep Canvas dont la planète au trésor va tirer énormément profit. L'animation principale va commencer en 2000 sur le film, avec 350 personnes qui travaillent dessus. Mais en 2002, Roy Conley, un des producteurs, estime qu'il y a environ 1027 personnes qui sont impliquées sur le projet. Et de ces 1027 personnes, environ 400 font partie des départements d'animation. Ça veut dire que sur la planète au trésor, environ 40% des personnes impliquées étaient là juste pour travailler le visuel. À leur décharge, encore une fois, ça se voit, regardez-moi ça, c'est magnifique. L'animation 2D du début des années 2000 reste ma période préférée à cause de produits comme la planète au trésor. Non, décidément, manifestez-vous en commentaire si vous aussi, vous trouvez qu'au début des années 2000, Disney et DreamWorks, ils avaient quelque chose de très spécial et que du jour au lendemain, ils ont décidé d'arrêter sans plus d'explications. Ah, attendez, c'est vrai, vous en avez une explication, j'ai une théorie du complot sur cette chaîne à propos de ça. Au niveau de l'écriture du film, c'est Rob Edward, un des scénaristes, qui prendra la parole et qui dira que de prendre une histoire de pirate classique et d'en faire un opéra spatial, ben c'était quand même un défi de taille. Et ça se comprend si vous vous rappelez notre vidéo sur l'histoire de Star Wars, ben vous le savez que L'île au trésor a été écrite avant même que le terme science-fiction ne fasse son apparition. Les scénaristes et réalisateurs vont donc prendre la décision de se débarrasser de beaucoup d'éléments qui viennent trop dénaturer l'œuvre.
comme par exemple des vaisseaux en métal ou un espace intersidéral froid et vide. L'idée en fait derrière La planète au trésor, c'était de rendre le film aussi intéressant pour les enfants des années 2000 que le roman de 1883 l'avait été pour un enfant à l'époque. On prend aussi le personnage principal de l'œuvre et on le fait passer d'un enfant à un ado, ce qui ne va pas plaire à Terry Rossio, qui avait écrit la première version du script. Il dira que les enjeux principaux du film sont écrits pour être vécus par un enfant, et que de faire vieillir Jim en jeune adulte, ça dénature un peu son œuvre, mais surtout que ça rend certains moments beaucoup moins impactants. Ton père t'a pas appris grand-chose. Non. C'était plutôt le genre à m'abandonner et à ne jamais revenir. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, mais personnellement, je ne trouve pas que ce soit le cas. En fait, le fait que Jim soit un jeune ado, quand j'étais jeune, c'est ça qui le rendait cool pour moi. C'était un peu cette espèce de grand frère un peu edgy et rebelle que j'admirais. Infraction à la circulation 904, section 15, alinéa... 6? Merci. Y a pas de quoi. Simple mousse ne devrait s'occuper que de ce qui les concerne. Pourquoi? T'as des choses à me cacher? J'ai toujours été mauvais joueur. Moi aussi. J'étais un enfant très solitaire. Mais bref, c'est après 10 ans de tentatives et 4 ans de production que La planète au trésor pourra finalement sortir en salle. Sortie et box-office. La planète au trésor va sortir pour la première fois en France le 6 novembre 2002 et 11 jours plus tard aux États-Unis, plus précisément à Los Angeles. Ce qui en fait le premier film de l'histoire à être sorti simultanément en format classique et en format IMAX. Ce qui pourrait expliquer ce petit détail visuel rencontré en Amérique du Nord où La planète au trésor est présentée dans un ratio 5/3 ou 1.6/1, ce qui est le standard européen pour l'écran large, versus le standard de grand écran américain qui est de 16/9. Bref, si vous vous demandez pourquoi en regardant La planète au trésor sur Disney+, les bords de l'écran sont noirs, c'est pour ça. Et c'est là que vous le savez, malheureusement, le film va être un flop monumental. La planète au trésor, c'est juste un des plus gros échecs de l'histoire de l'animation. On vit dans une époque où un film comme Morbius peut rapporter 100 millions de plus que son budget initial et quand même être considéré comme un échec commercial. Versus La planète au trésor qui ne sera juste pas capable de rembourser l'investissement. C'est 40 millions de dollars qu'il va manquer aux recettes du film pour atteindre son budget initial. Pourquoi ce flop? Si à une époque chez Disney on parle de qualité du film, la réalité c'est que ce sont des décisions marketing. Le film il va être repoussé de multiples fois, les bandes annonces vont spoiler les retournements de situation et il va même sortir le même week-end que Harry Potter et la Chambre des Secrets en pleine Pottermania. Je sais pas quel âge vous avez vous derrière votre écran, mais si vous êtes né, disons après 2007, vous n'avez peut-être pas connu l'époque où, quand un nouveau Harry Potter sortait au cinéma, c'était l'événement de l'année. Moi, j'ai connu cette époque. Et faites-moi confiance, sortir quoi que ce soit à gros budget le même week-end que Harry Potter 2, c'était une erreur. Pourquoi tant de mauvaises décisions commerciales? On est chez Disney, on n'est pas exactement des amateurs en termes de marketing. Eh bien, beaucoup de fans, moi le premier, théorisent que Disney a fait exprès de faire que La planète au trésor se ramasse lamentablement au box-office. J'ai déjà produit une vidéo sur le sujet, mais voici les grandes lignes. En fait, Disney, à l'époque, il commençait à se sentir un peu dépassé technologiquement. Surtout par Pixar, le nouvel arrivant sur le bloc, qui faisait du CGI son art principal. En ayant un film à gros budget d'animation très ambitieux comme La planète au trésor qui ramasse de mauvais scores au box-office, ils avaient une excuse pour mettre devant le grand public que l'animation traditionnelle ne fonctionnait plus et que c'était l'heure de passer au CGI. Si donc La planète au trésor tombera dans l'histoire comme un des pires investissements de la compagnie de Disney, aujourd'hui avec la sphère Internet, on remarque que beaucoup de critiques, professionnels ou non, le considèrent comme le film le plus sous-coté de l'histoire de l'animation. Aujourd'hui, 38 ans après leur première tentative, Musker et Clemens sont réellement honorés par la sphère du web pour ce film qui est magnifique et on réalise que, tout comme Disney en 1989, grâce au travail de deux artistes, La planète au trésor parvient à vivre une véritable renaissance.